Toute cette partie-là faisait à la base partie de la vidéo numéro 1, sauf que comme elle faisait déjà 30 minutes, j'ai décidé de faire plutôt comme une petite annexe dans lequel je vais pouvoir aborder un autre point que je trouve assez important. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'attention était notre énergie psychique et qu'il était donc important de ne pas la gaspiller. Pour Csikszentmihalyi, l'un des principaux obstacles à notre concentration et du coup par conséquent à l'expérience de flow est ce qu'il appelle l'entropie psychique. L'entropie psychique, c'est donc une information qui va rentrer en conflit avec nos intentions. Dans ces moments-là, lorsque l'entropie psychique est très forte, notre attention va être redirigée vers des objets inappropriés. Inappropriés signifiant des envies ou des préoccupations qui iront soit à l'encontre de nos objectifs, soit sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Comme par exemple l'envie de regarder le prochain épisode de la série qu'on est en train de regarder, ou bien alors on attend que Lucas nous envoie un SMS, sauf qu'il ne le fait pas et ça nous énerve. Lorsque notre conscience n'a plus d'objectif clair, ou alors n'a pas le contrôle sur les événements, il y a de très fortes chances à ce moment-là que l'on se retrouve, vous connaissez le schéma maintenant, soit très ennuyé, soit très anxieux. L'entropie psychique, c'est donc toutes ces pensées et émotions envahissantes qui vont entraver notre concentration et handicaper nos actions. Et il faut vraiment bien comprendre que c'est quelque chose de tout à fait normal. Tout le monde expérimente tous les jours l'entropie psychique. Et ce que Csikszentmihalyi préconise du coup contre l'entropie psychique, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est l'apprentissage de la maîtrise de ses pensées comme le faisaient les stoïciens. C'est-à-dire s'entraîner à concentrer son attention uniquement sur les choses dont on a le contrôle. Et les choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, nous devons nous entraîner à les trier comme moins prioritaires, voire inutiles dans notre cerveau. Alors ok, je suis totalement d'accord que maîtriser ses pensées, c'est vraiment flou et peut-être beaucoup trop théorique dit comme ça. Donc voilà ce que j'entends personnellement par là. Lorsque l'on pense, on est comme absorbé par le flux incessant de nos pensées, on passe d'une chose à l'autre sans vraiment s'en rendre compte. On est dans ce que j'appelle l'autopilote. Cet autopilote, il est régi principalement par nos habitudes, issues de notre apprentissage social, mais aussi de notre code génétique. On a simplement créé au fil des années des chemins de pensée routiniers qui sont plus faciles à parcourir pour nos neurones. Et également, et des fois c'est finalement le plus important, notre autopilote est contrôlé par nos mécanismes de défense inconscients et nos pensées limitantes issues de nos expériences et de nos traumas vécus. Lorsqu'on est dans le pilote automatique, on ne contrôle pas vraiment ce qu'on pense et ce qu'on dit, voire même ce qu'on fait. La seule chose que l'on peut faire finalement, c'est regretter plus tard notre comportement. Mais comme je le disais dans la vidéo précédente, l'humain a la capacité de contourner ce bagage génétique et environnemental, aka le pilote automatique. On peut prendre du recul, s'observer, observer le contenu de nos pensées, et on peut aussi contrôler notre attention pour justement modifier ce contenu. Donc la première étape, c'est dans un premier temps de se placer en tant qu'observateur. Pour ça, la méditation a évidemment été de tout temps le plus utilisée. Mais je sais que la méditation, ça parle pas vraiment à tout le monde. Donc même avant ça, tu peux simplement essayer de prendre un moment, de t'arrêter, de fermer les yeux et te demander à quoi je pense. Ensuite, demande-toi, est-ce que c'est une pensée positive, négative ou neutre? Est-ce qu'elle est utile ou est-ce que justement elle te génère de l'entropie psychique? Apprends d'abord à juste les observer en essayant de te juger le moins possible. Quand on commence, c'est assez difficile de se décrocher de son autopilote quand on est dans le tumulte de notre journée. Donc l'idéal, c'est de commencer un soir, quand la tête sur l'oreiller, vous n'arriverez pas à dormir. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous installer confortablement, sur le dos par exemple, et de fermer les yeux. Je sais que pas mal d'entre nous, quand ils n'arrivent pas à dormir, préfèrent plutôt scroller ou regarder des séries jusqu'à ce que leurs yeux sèchent. Mais du coup, si vous êtes dans la démarche où vous voulez améliorer votre créativité ou simplement votre qualité de vie en général, je vous recommande de peut-être essayer une fois de faire cet exercice. Essayez de vous endormir de temps en temps comme ça, sans distraction, en observant vos pensées. Ok, donc gros warning, si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, voilà à quoi va ressembler votre tête lorsque vous allez fermer les yeux.
Vos yeux vont bouger dans tous les sens, de droite à gauche, de haut en bas, et vous allez avoir sans cesse le réflexe de vouloir réouvrir les yeux. Et clairement, à ce moment-là, il y a moyen que vous vous dites « Wow, lol, c'est trop mort, jamais je ne fais ce genre d'exercice de méditation, d'observation de mes pensées ou je sais pas quoi ». Sauf qu'en réalité, c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, imaginez que votre tête, c'est votre chambre. Vous vous doutez bien que si vous l'avez jamais rangée de votre vie, lorsque la première fois vous allez fermer les yeux et observer l'état de cette chambre, c'est évident que vous allez voir que du bordel. Donc ne vous inquiétez pas, ce bordel est totalement normal, et d'ailleurs cette agitation extrême peut vraiment durer plusieurs minutes. Ce que je fais personnellement, c'est que je me concentre sur deux choses. La première, c'est que j'essaye de faire en sorte que mes yeux arrêtent de bouger, et j'essaye de simplement les poser sur le bas de mes paupières, un peu comme si je regardais vers le bas. Et deuxième chose, j'essaye d'arrêter tous les tics nerveux, comme par exemple se ronger les ongles, se tripoter les cheveux, ou bien secouer son pied, avoir un pied qui tremble, ou des trucs comme ça. Moi personnellement, je suce mon pouce, bon voilà, c'est mon tic nerveux. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de vraiment essayer de détendre son corps au maximum. Et là, quand vous commencez à voir un peu plus dans tout ce bazar, seulement à ce moment-là, vous pourrez commencer à faire le tri de vos pensées. Donc vous prenez une pensée, ah ça c'est une pensée positive, ok c'est cool. Ça c'est une pensée neutre, ok on s'en fout, next. Ça c'est une pensée négative, ah ok, l'angoisse revient, bon, que faire ? Donc c'est très important de le préciser quand même, je ne suis pas professionnelle de santé, ni officiellement psychologue, donc ce qui va suivre ne sont que des petites techniques que j'ai développées de manière empirique pour combattre ma propre entropie psychique. Donc premier truc assez simple qu'on peut faire sur certaines pensées, c'est simplement les classer comme en dehors de notre contrôle, et de simplement décider de consciemment changer le sujet de nos pensées. J'ai toujours une liste de pensées plus positives ou plus utiles sur lesquelles je peux réorienter mon attention, mais je rentrerai plus en détail sur ce point-là plus tard dans la vidéo. L'autre chose que l'on peut faire, c'est de décider de finalement prendre le taureau par les cornes et prendre un temps pour observer cette pensée négative. Parce qu'au final, elles peuvent être négatives pour plein de raisons, et contre toute attente, elles ne sont pas toujours négatives pour les raisons que l'on croit. Souvent, on est anxieux vis-à-vis de quelque chose parce qu'en fait, on le voit dans notre champ de vision périphérique et il nous a l'air un peu énorme et ingérable. Alors qu'en fait, si consciemment on le regarde en face, on se rend compte que c'était ni si grave, ni si effrayant que ça au final. On a peut-être eu un peu peur, on a peut-être même eu un peu mal, mais une fois que l'on a consciemment digéré le truc, on se rend compte qu'on se met à aller beaucoup mieux très rapidement. Donc des fois, finalement, encaisser une émotion négative, c'est aussi un bon moyen de s'en débarrasser. Attention tout de même, il existe aussi des cas inverses, où en fait, on a l'impression que dans notre champ périphérique, ça a l'air d'être quelque chose qu'on peut gérer, et en fait, quand on le regarde, on se retrouve écrasé sous un énorme dragon d'entropie psychique qui peuvent nous mettre vraiment mal pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Je pense personnellement que ce n'est pas une raison pour ne pas confronter ces angoisses, puisque c'est quand même des cas assez rares. En général, quand tu sens qu'un dragon il est gros, tu le sais qu'il est gros. Je veux dire, dans l'intitulé, il y a marqué qu'il est énorme. Donc quand tu veux te mesurer à ce genre de dragon, tu vas plutôt à tâtons. Mais malgré tout, ça m'est quand même arrivé et il m'a été donné de voir des gens qui se sont retrouvés face à un dragon trop gros pour eux. Et cela peut vraiment, dans certains cas graves, devenir très dangereux. Dans ces cas-là, si ça vous arrive personnellement, s'il vous plaît, n'attendez surtout pas pour aller demander de l'aide auprès des professionnels de la santé. Donc oui, il y aura des ratés. J'ai eu des ratés graves, des dragons trop gros pour moi, mais aussi laborieux qu'il a été pour moi de m'en sortir, aujourd'hui je ne regrette pas. Parce que pour moi, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Pour savoir ce dont on est vraiment capable, on a aussi besoin de se confronter à des choses trop grosses pour nous. Parce qu'au final, l'inverse est aussi vrai. Des choses que je pensais absolument insurmontables se sont retrouvées totalement dans mes capacités. Et ce que je remarque aussi avec le temps, c'est que finalement, la confrontation avec nos angoisses et nos peurs, c'est comme un muscle. Plus on se confronte et plus on se remet vite à chaque bataille. Donc je récapitule, pour toute pensée entropie psychique, vous avez deux cas de figure. Soit vous contrôlez la situation, soit vous ne la contrôlez pas. Donc les deux solutions sont, soit tu trouves une solution,
soit tu arrêtes d'y penser. Sauf que voilà, les émotions négatives sont des pensées, des entités très fortes, car elles sont déclenchées par l'inconscient et elles sont accompagnées en général d'une réaction biologique très forte. La colère, par exemple, est une entité très très forte, au même titre que la peur ou la culpabilité. Et en fait, je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais simplement arrêter d'y penser. Ces émotions reviennent à la charge quelques secondes après que tu aies consciemment changé de sujet dans ton cerveau. Et malheureusement, je n'ai vu personne en parler. Concrètement, comment on fait quand on est tellement envahi par une émotion qu'elle devient obsessionnelle? Pour moi, à la base, les émotions sont pas mauvaises en soi. Genre la peur ou la colère, ce sont comme des informations pour t'indiquer que tu es entouré de danger. Donc c'est une information importante à prendre en compte. Je pense que le problème, il vient du fait que souvent, on reste bloqué sur l'émotion au lieu de réellement essayer de chercher des solutions concrètes. D'expérience, j'ai toujours remarqué que j'allais tout de suite beaucoup mieux à l'instant même où je commençais à réfléchir à des solutions de comment me sortir de là. Ok, mais du coup, ça c'est le cas où on a un contrôle quelque part. Que faire des émotions qui sont générées par des choses sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle? Générées par le comportement de certaines personnes ou bien par des événements passés par exemple. J'ai fini par plus ou moins me l'expliquer comme ça. Les pensées sont des aimants et certaines pensées sont des aimants très très puissants. Notamment les pensées négatives, notre attention est beaucoup plus facilement attirée par des pensées négatives, comme par exemple la colère ou la peur. D'ailleurs, les marketeurs et les journalistes l'ont très bien compris et nous polluent à longueur de journée avec ces émotions, puisque évidemment, dans un monde où on se bat pour votre attention, il est évident qu'on va utiliser les armes et par conséquent les aimants les plus efficaces. Avec le temps, j'ai compris que, du coup, pour remplacer une émotion négative dans son esprit, il fallait trouver une émotion ou une pensée positive aussi forte pour pouvoir la remplacer dans son esprit. Donc certains utilisent la visualisation et la gratitude, se concentrer sur des choses pour lesquelles nous sommes vraiment reconnaissants dans notre vie, peut être très efficace pour certaines pensées négatives, comme par exemple certaines sortes d'angoisse. Et de par ce fait, je vous recommande vraiment d'essayer. Mais du coup, pas pour toutes. Pour moi, c'est un outil incomplet. Parce que ne soyons pas naïfs. Lorsqu'on est en colère, je veux dire vraiment en colère, quand on a été humilié ou maltraité, on a tous sauf envie d'envoyer de l'amitié bienveillance ou de l'amour universel à ceux ou cette personne. Non, en fait, on a juste envie de les tuer ou de leur faire très 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 mal. Et quelque part, biologiquement, ça s'explique. Tuer avant d'être tué, c'est un réflexe de survie lorsque l'on se sent en danger. Et je vais être honnête avec vous, je pense qu'il n'existe quasiment rien qui peut rebalancer positivement ça. Mais c'est là où j'ai quand même compris combien être impliqué dans un projet de création, pouvait aider à gérer partiellement ces émotions extrêmement négatives et destructrices. Contrebalancer la destruction avec la création. Dans ce genre de projet créatif, il y a toujours plein de petits défis et de petites problématiques à résoudre qui peuvent très efficacement occuper nos pensées. La résolution de problèmes et l'action concrète dans ce monde sont pour moi deux entités extrêmement puissantes. Des entités qui peuvent potentiellement faire le poids face à la colère, à la tristesse et à la peur. Je vais finir avec cette pensée anthropique toute personnelle que j'ai appelée l'angoisse de la vie. Angoisse de la vie parce que fondamentalement, c'est toujours la peur profonde de la mort. En gros, des fois, mon cerveau part en couille sur des potentiels futurs apocalyptiques où il se passe des choses terribles, où je meurs, ou encore pire, les gens que j'aime meurent. Et la pandémie mondiale de Covid-19 de cette année m'a malheureusement prouvé que ce n'était pas forcément que des délires de mon imagination. Donc si vous êtes plutôt quelqu'un d'anxieux comme moi, faites très attention à ce genre de pensée, puisque c'était particulièrement ça qui déclenchait chez moi mes crises de déréalisation et mes envies suicidaires. Mais petit à petit, en observant mes pensées comme ça, j'ai réussi à dégager des patterns et aujourd'hui, j'arrive à changer le sujet de mes pensées avant que la machine à angoisse s'emballe complètement et que ça devienne complètement incontrôlable. Je dis pas que vous allez y arriver demain. Personnellement, j'ai mis 2 ans avant de réussir à maîtriser juste cette petite partie-là de ma vie et je ne suis pas immunisée à toutes les angoisses. Des fois, elles trouvent un chemin que je n'avais pas encore balisé et elles arrivent par derrière et elles me frappent avec violence sans que je m'y attende.
Mais mon expérience de m'y confronter, de regarder l'angoisse en face afin de dégager mes propres patterns, m'a aussi permis d'être plus forte face à celle-ci. Je crois que j'ai pas moins peur, mais j'ai l'impression d'être plus courageuse. En gros, de manière générale, je pense qu'il est toujours bon de se prouver que l'on est plus fort que ce que l'on pense, puisque la vérité c'est que on est plus fort que ce que l'on pense. Donc voilà pour mon petit résumé sur l'entropie psychique. Dans un premier temps, réussir à sortir de son autopilote et commencer à observer ses pensées, puis commencer à déterminer quelles sont vos angoisses, vos peurs, vos colères et tout autre sentiment de culpabilité, d'où ils viennent, sont-ils dans votre contrôle et qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle. Ensuite, trouvez-vous une activité source de création et d'expérience de flow. Et également, ayez toujours dans votre tête des sujets, projets et pensées extrêmement positives que vous pourrez ramener sur le devant de vos songes quand vous vous retrouverez envahi par les pensées négatives. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de chemin facile tout tracé ou de raccourci et qu'il n'y a personne qui pourra faire ce travail et cette recherche à votre place. Il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais développer sur ce livre Flow. Malheureusement, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que je ne peux pas développer à l'infini non plus. Je le ferai peut-être cependant après, quand j'aurai fini toutes les vidéos sur les gros sujets que je veux développer maintenant. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas à lire le livre par vous-même. N'hésitez pas à me donner vos retours ou vos questions en commentaire. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.